Une vie, une œuvre. Jean de la ville de Miremont ou Les embarquements infinis. Une émission de Jacqueline Kellen, réalisée par Daniel Fontana-Rosa. Avec Michel Suffrand, écrivain, Claude Michel Cluny, écrivain. J'ai rencontré Jean de la ville de Miremont grâce à la musique, grâce à Gabriel Fauré qui composa des mélodies sur 4 de ses poèmes extraits du recueil L'horizon chimérique. Plus de 80 ans après sa mort, Jean de la Ville demeure un écrivain encore peu connu, mais célébré par quelques fervents. Et vous, Michel Suffrand, vous faites partie de cette garde du cœur. J'aimerais savoir comment vous l'avez rencontré, Jean de la Ville de Miremont. Il faut vous dire d'abord que je suis bordelais, donc compatriote de Jean de la Ville, frère de climat, frère de grisaille, frère de soleil, parce que Bordeaux est aussi une ville coloniale, une ville très, très rude, des étés africains. Jean de la Ville dit « ce jour était un jour des chaudes colonies ». Dans cette ville contrastée, étrange, labyrinthique, faussement classique, où il y a une façade 18e et derrière des rues tentaculaires qu'aimait Jean de la Ville beaucoup. Il y a un port il y avait un port, on n'est plus sûr qu'il y en ait un encore aujourd'hui, où Jean de la Ville venait errer adolescent et qui a nourri ses songes. Et un jour, dans une librairie qui a disparu, parce que le passé de Jean de la Ville se prolonge dans des lieux qui eux aussi ont sombré par la suite, qui s'appelait la librairie Ferré, qui était, si vous voyez la bibliothèque de Babylone, de Borges, c'était à peu près ça. Bon, j'ai trouvé un petit livre défraîchi de 1929, édition Grasset, tout débroché, préfacé par Mauriac tout de même. Et dès que je l'ai ouvert, les poèmes m'ont sauté au cœur et ne m'ont plus lâché depuis. Que sait-on de la biographie de Jean de la Ville de Miremont, même si, pour un poète surtout, la biographie n'est pas si intéressante que ça, puisque l'important, c'est l'écriture, c'est la légende, si on veut. Oui, et peut-être pour lui plus encore que pour d'autres. Bien, Jean de la Ville est un écrivain bordelais. Il est né le 2 décembre 1886. Il appartient donc à cette génération perdue, bordelaise et hélas française aussi, que la guerre va faucher 28 ans plus tard. Et il sera donc de ce premier massacre des jeunes Français dans les premiers mois de la guerre. Mais entre-temps, il a cette enfance repliée dans Bordeaux. Il est le fils d'un personnage très important à Bordeaux, qui a une rue d'ailleurs. Son père, pas lui, mais enfin, il porte le même nom. Alors donc, on peut les unir. Le professeur de la ville de Miremont était un latiniste, un mythologue, un latiniste fameux qui était ami d'un grand historien de la ville, Camille Julien, qui était un personnage très important. Donc, Jean de la Ville a vécu dans une atmosphère très culturelle, d'autant plus que sa mère, Madame de la Ville de Miremont, qui est une femme esquisse, une femme d'une grande beauté, d'une grande noblesse, était elle-même écrivain. Un écrivain peut-être pas très considérable. Elle écrivait des romans un peu sentimentaux, des livres pour enfants et des petites poésies, mais il a vécu d'emblée dans ce climat-là, dans ce climat culturel. Et puis Bordeaux, c'est le port, ce sont les vaisseaux en partance, le voilà. thème récurrent de la poésie et de la vie de Jean de la Ville. Alors, Jean de la Ville, bien sûr, a connu Bordeaux dans une époque fabuleuse encore, le Bordeaux qui était encore celui du 18e finalement, enfin, c'était plus tout à fait la marine à voile, quoi, qu'il y avait encore beaucoup de bateaux à voile, il y avait aussi les grands transatlantiques, Bordeaux c'était la tête de pont vers la côte africaine, vers l'Amérique du Sud, et le port de Bordeaux était grouillant de vie, de couleurs, de sons, d'odeurs. Et Jean de la Ville a été tout à fait fasciné par le port de Bordeaux, incontestablement, comme beaucoup d'adolescents d'ailleurs. Donc, il errait le long des quais de Bordeaux. Ce qui est amusant d'ailleurs de signaler, c'est que Bordeaux, bien que n'étant pas une ville gigantesque, était déjà très compartimentée, parce que son contemporain absolu, François Mauriac, lui, était révulsé par le port, et il a dit par la suite que son enfance se repliait le plus loin possible du fleuve. Il n'aimait pas, disait-il, la Garonne, cette divinité glauque et souillée. Jean de la Ville, lui, au contraire, était très attiré par ce tintamarre prometteur d'horizons chimériques. Enfin, Jean sait lire, et même écrire, en dépensant beaucoup d'encre et avec une orthographe fantastique. Mais enfin, il écrit.
Il est mûr pour entrer au lycée Ozone. Il aime par-dessus tous les vers qu'il appelle des chansons et les retient vite. La fontaine et ses animaux si vivants le ravissent naturellement. Il illustre tous ses livres et tous ses cahiers de dessins représentant des bateaux de face, de profil, s'en allant, arrivant, des combats, des prises de forteresse, des personnages grotesques très animés, très drôles. Les taches d'encre ne sont pas pour le troubler, au contraire. Aussitôt utilisées, elles deviennent des soleils, des têtes de bonshommes ou des boulets, en y ajoutant simplement le canon. Alors très tôt, il écrit, les plus anciens poèmes que l'on a retrouvés de lui datent à peu près de ses 18 ans. Voilà. Et pourtant, il va faire des études de droit et puis après, il va faire carrière administrative qui n'a rien à voir avec le grand rêve poétique. Il semblerait, je dis bien il semblerait, que Jean de La Ville ait nourri le grand rêve de naviguer, de partir, peut-être qu'aujourd'hui les enfants rêvent d'être cosmonautes, c'est peut-être un rêve aussi disons, baigné d'aurore, mais il semble qu'il l'ait souhaité puisqu'il avait voulu présenter le concours de l'école navale, mais il a été récusé à cause de sa myopie, cette myopie d'ailleurs qui le suivra toute sa vie, puisque plus tard il faillira être réformé à cause de ça. Donc à partir du moment où il n'a pas pu naviguer, il a pris la position totalement inverse. Il s'est tourné vers le droit qu'il s'est créé, qu'il a hissé beaucoup de côtés, qu'il n'enthousiasmait en tout cas en aucune façon. Il est allé à Paris, il a fait donc ces études-là, et il est devenu rédacteur à la préfecture de la Seine, c'est-à-dire bureaucrate. Paris, novembre 1908. Ma chère maman, ma première impression de Paris est enchanteresse. L'air est frais et très vif, le pavé sec et élastique, la Seine verte. Mais voici la pluie, le brouillard. Votre rire est éclatant comme un bel oiseau des îles. Mais à rire, on perd son temps. Ah, ma sœur fragile. Vous savez, des jeux plus fous que celui de pigeon-vol. C'est un mauvais point pour vous. Ah, ma sœur frivole. Vous manquez de sérieux et de vertu ménagère. Vous n'irez jamais aux cieux. Ah, ma sœur légère. Alors, il demeure un jeune homme secret, insaisissable, exigeant, solitaire. Alors, savait-il qu'il serait hanté par les mots, habité par la poésie? En tout cas, c'est sa mère qui le rapporte. Tout petit, il a voulu en finir, en terminer, et il a cherché à se suicider en buvant de l'encre. Je me dis, quelle idée pour un futur écrivain. Oui. Il était tout jeune, je crois qu'il avait 6 ou 7 ans à ce moment-là, et ça s'est passé dans des conditions évidemment très particulières. C'est que un de ses frères aînés est mort subitement d'une maladie qui n'a pas été, disons, catalogué, répertorié par la suite, mais enfin, il est mort assez subitement, et évidemment, ça a été un deuil immense dans la famille, et sa mère, à laquelle il était attaché d'une manière extrême, c'est non pas éloigné de lui, mais enfin s'est replié dans sa douleur. Et Jean, pris de cette espèce de sentiment d'abandon, a essayé d'entraîner sa jeune sœur dans une mort qui était peut-être une provocation. D'ailleurs, en l'occurrence, ils ont avalé, effectivement, raconte Madame Jean de La Ville de Miremont plus tard, qui se fera la biographe très attentive et passionnée de son fils. Ils ont avalé le contenu d'un encrier, ils ont léché la boule de cuivre dans l'escalier. Enfin, il y a eu surtout un humiliant mal au cœur, plus qu'autre chose. Mais l'intention y était, et ce côté, je ne dis pas suicidaire, mais enfin, ce jeu complexe avec la mort, avec l'absolu, est très caractéristique de la nature de Jean de La Ville.
Piéchaud, août 1908. Votre lettre m'a rendu heureux. Vous m'y parlez comme à un ami véritable. En chacun de nous, il est deux êtres, celui que l'on voit et qui appartient à tout le monde, celui que l'on devine quelquefois. J'avais bien deviné pour vous. Vous me demandez des vers? Je n'en fais pas. Il faut souffrir pour avoir le désir de se consoler avec de l'harmonie. En ce moment, je suis heureux. Mon être est, pour ainsi dire, stable et complet. Je vis de la vie naturelle et égoïste des choses. La poésie est partout autour de moi. Je me baigne en elle, mais je n'ai pas besoin de la susciter en moi. Toutes mes douleurs latentes sont apaisées ou voilées. Sans doute se réveilleront-elles avant peu. Je les retrouverai comme de vieilles compagnes, et nous reprendrons notre vie ensemble. Il était désenchanté dès l'origine, si vous voulez. Bon, ce qu'il voulait, c'est quelque chose d'absolu, quelque chose de nouveau. Et je crois que l'écriture, la religion de l'écriture, qui très tôt naît en lui apportera effectivement cette dimension-là. Et on peut dire que dès qu'il commence à écrire, et avec une exigence totale, à ce moment-là, il sait que par l'écriture, il arrivera peut-être à force de travail, à force d'ascèse, à force de rigueur, à obtenir ce que la vie lui refusera. Et à partir de ce moment-là, il fait, je ne dis pas le sacrifice de sa vie au sens d'une réussite, mais il met tout de même, il met tout cela au second plan. C'est le contraire d'un arriviste. Il a une vision très artisanale de son art. Il écrit assez souvent à ses amis, en particulier à Louis Piéchaud, qui était un de ses amis de bordelais de prime jeunesse, que ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit jusqu'ici, il faut le considérer comme des ébauches, presque comme des brouillons, des gammes qu'il faisait, et que ça ne doit en aucun cas être pris en considération. Et d'ailleurs, ce n'était pas du tout une coquetterie, puisque ces poèmes admirables de l'horizon chimérique ont été retrouvés presque par miracle, un peu chiffonnés au fond d'un tiroir, par Madame de la Ville de Miremont, et n'ont été publiés qu'après sa mort. Et pourtant, on ne peut pas concevoir non plus qu'il les considérait comme quantité négligeable à cause de l'immense travail d'écriture que l'on voit. Enfin, on ne voit pas l'effort, mais on sent la ciselure de l'écrit qu'il leur a consacré. Alors, il y a là un mystère, si vous voulez. Je crois que son exigence était totale. Il a considéré en tout cas longtemps que ce qu'il faisait, c'était des gammes et des ébauches. Aujourd'hui, nous sommes émerveillés par ce travail-là et nous considérons que ce sont des œuvres accomplies, mais lui ne les voyait en aucune façon de cette façon-là. C'était encore une fois le contraire d'un arriviste. C'était quelqu'un qui avait vis-à-vis de lui-même une exigence presque féroce et une humilité confondante. Paris, 31 mars 1909. J'ai refait connaissance ces temps derniers avec Mauriac. Je ne me doutais pas de l'esprit délicat et profond qu'il possède. Il m'a autorisé à entrer dans sa vie intérieure. Avant peu, il va publier une plaquette ou un recueil de petits poèmes sincères, personnels, extrêmement prenants, sans aucun métier apparent. Tâchez de le rencontrer pendant les quelques jours qu'il passera à Bordeaux. Je lui ai beaucoup parlé de vous, quoiqu'il vous connût déjà fort bien. Il vous racontera nos promenades nocturnes dans Paris jusque vers 3 heures du matin, nos causeries auprès de son feu, nos projets insensés et nos enthousiasmes ridicules. Alors voilà, il a rencontré François Mauriac à Paris. Ils appartenaient à deux milieux très différents. D'abord, vous savez, Bordeaux c'était très hiérarchisé, très stratifié. À l'époque, c'était une sorte de citadelle sociale. Le haut du pavé était très glissant pour les gens qui n'étaient pas du clan. Et Mauriac appartenait à la, disons, petite bourgeoisie marchande et de propriétaires des Landes girondines. Enfin, c'était pas les Chartrons. Hein. Bon, c'était pas le boulevard Saint-Germain de Bordeaux. Quant à Jean de la Ville de Miremont,
lui, il venait d'une famille d'enseignants, d'intellectuels, donc il occupait déjà une position relativement privilégiée. En plus, son père était réputé de gauche, c'était un homme très progressiste. La famille de Mauriac, enfin du moins sa mère, puisque son père est mort très jeune, à Mauriac, sa mère était, comme vous savez, d'un catholicisme extrêmement strict, donc il avait été élevé par les marianistes, il n'était pas du même bord. Et il ne pouvait pas, dans les lois un peu absurdes et codifiées de cette société un peu archaïque de l'époque, il ne pouvait pas tellement se rencontrer à Bordeaux, mais à Paris, ils ont fait connaissance très, très fortement et ils se sont liés d'une très grande amitié. Et Mauriac a toujours eu, pour Jean de la Ville, une profonde admiration, hein, le sentiment aussi de l'énigme de ce personnage dont il a souvent parlé. Et il doit d'ailleurs à Jean de la Ville de Miremont le titre de son premier recueil de poèmes, Les Mains Jointes, qui avait été salué par Barrès dans un article retentissant de l'Écho de Paris. C'est Jean de la Ville de Miremont qui lui a trouvé ce beau titre des Mains Jointes. Leur amitié était vive, sans aller jusqu'à l'intimité. Il y avait tout de même une petite distance entre eux, liée à leur nature réciproque. Il y avait des jeunes Bordelais, certes, et je les ai connus et je les ai aimés. Mais ce n'est pas à Bordeaux que je les ai rencontrés. Nous nous sommes retrouvés presque tous à Paris. C'est même assez étrange de penser que un poète comme André Lafont, par exemple, dont je connaissais déjà les vers, je ne l'avais jamais rencontré, et que c'est à Paris que je l'ai rencontré. Jean de la Ville de Miremont, je le voyais à la faculté des lettres, je lui serrais la main, mais c'était à peine un camarade. Il appartenait au lycée. Moi, j'étais du côté congréganiste. Il était le fils d'un professeur de la faculté radical, anticlérical, connu pour son hostilité à tout ce qui était catholique. Et en somme, nous nous regardions un peu comme des chiens de faïence. Mais à peine nous sommes... Non, mais je sais, c'est par hasard qu'un jour je l'ai rencontré sur le boulevard Saint-Michel. Et notre amitié a été en quelque sorte instantanée. Évidemment, cela peut s'expliquer par le fait que deux jeunes Bordelais qui se retrouvent à Paris se sentent tout à coup très proches. Et bon, je crois que c'est un phénomène d'amitié spontanée qui peut s'expliquer très bien. Mais en tout cas, ce phénomène qui s'est passé avec Jean de la Ville de Miremont s'est renouvelé avec Jacques Rivière, que je connaissais aussi, mais sans qu'il y ait entre nous rien de plus que à peine une camaraderie. Et c'est à Paris que nous nous sommes liés, mais alors là, beaucoup plus tardivement. C'est très différent de ce qui m'a lié à Jean de la Ville de Miremont et à André Lafont, où là, c'est dès le début, enfin, c'est dès les premières gouttes de la source, enfin, le premier jaillissement de la source, que nous nous sommes rejoints et en somme Jean de la Ville de Miremont et André Lafont, c'est vraiment le commencement de ma vie littéraire et notre amitié se confond avec ce début. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu chez Jean de la Ville une crise religieuse. Je ne peux pas l'affirmer. Je n'ai pas l'impression que lui ait été très orienté, très attiré du côté de Dieu.
Mais je peux me tromper. Je sais que sa mère était une protestante très fervente. Lui, je ne me souviens pas que nous ayons beaucoup parlé de ces choses. Le 14 novembre 1908. Paris me plaît. Le Paris froid de ces jours derniers, avec son ciel de verre dépoli, la grisaille claire de ses grands boulevards et le claquement sec des sabots des chevaux sur les pavés de bois. Le Paris humide, comme aujourd'hui, où la nuit tombe vite et où les becs de gaz ont un halo transparent. J'habite le quartier latin, naturellement, et loge d'une façon provisoire dans un hôtel d'étudiants, en attendant qu'un mien cousin me cède la moitié de son appartement rue du Bac. L'Odéon est à 2 pas. En revenant de l'école de droit, je m'y attarde chaque jour, fouillé chez les bouquinistes établis sous ces arceaux. Le jardin du Luxembourg est aussi tout près, avec ses arbres dépouillés et ses oiseaux familiers. C'est ici le quartier calme, loin du brouhaha, des réclames lumineuses et de la foule cinématographique. Le Paris agité est de l'autre côté de la Seine. J'y vais quelquefois le soir et m'arrête un moment sur les ponts pour voir les bateaux-mouches dont le sillage fait danser sur l'eau toutes les lueurs de la cité. Lorsque Jean de la Ville de Miremont découvre Paris, il est enchanté. Il décrit dans plusieurs lettres à ses parents, parce qu'il est très fidèle à sa famille, il se montre aussi très affectueux. Il écrit plusieurs lettres où il décrit Paris comme une cité de rêve. Après, il déchantera aussi un petit peu. Il déchante un peu. Oui, il fait un premier séjour à Paris qui est, je crois, en 1908. Et là, il a une vision tout à fait édénique de Paris, qui était... encore un Paris indemne, à bien des côtés. Bon, il voit Paris, un petit peu comme le jeune provincial qui monte dans la capitale de toutes les merveilles. Et il a donc ce sentiment d'émerveillement, enfin qui très tôt tourne tout de même à une vision beaucoup plus lucide, qui se tempérera par la suite quand il arrivera à vivre dans un endroit qui lui sera très cher, où d'ailleurs une plaque commémore son passage, qui est l'île Saint-Louis, où il a habité un immeuble qui était quai d'Orléans, 8 quai d'Orléans. Je crois qu'une plaque est toujours apposée sur cet immeuble, et il sera assez heureux, je crois, dans cet endroit qui lui rappelle un petit peu les brumes et les lointains de son cher Bordeaux. Le 15 août 1911. Ma chère maman, la maison ressemble à une vieille demeure d'armateur. Je pourrais travailler en regardant les chalands descendre la Seine. On vient de supprimer l'autobus qui passait provisoirement quai d'Orléans. On baigne chaque jour des chevaux devant ma future fenêtre et j'entendrai le bruit frais de l'eau. J'ai l'impression d'être en villégiature. Personne ne passe devant ma porte. Des vieillards sont assis à l'ombre des grands arbres du quai, leurs bâtons entre les jambes, suivant des yeux, sans rien dire, les passants tranquilles. De ma fenêtre, je vois une scène éblouissante qui se divise à la pointe de la cité, sur laquelle Notre-Dame reluit comme un coléoptère cornu au soleil.
Aujourd'hui, Jean Désert a terminé de bonne heure la tâche imposée à son zèle quotidien. Il lui reste environ 45 minutes avant de songer à partir. Il regarde la fenêtre grillée qui donne sur la rue Vaneau, luisante et si tranquille entre deux averses. Il regarde le plafond, sale, mais indéchiffrable. Il regarde sa table. Tout y est en ordre, sous la lumière du gaz. Les cachets comme les grattoirs, le pot de colle comme l'encrier. Sur le buvard, une tache d'encre affecte, si l'on veut, la forme d'une tête humaine. Jean Désert achève la ressemblance en ajoutant une pipe et un chapeau. Cependant, une idée lui vient. Je vais faire des vers, cela m'occupera. Il prend une feuille de papier ministre avec en tête. Tout en haut, il inscrit en ronde « Poème ». Il commence. Et cette expérience de la vie administrative, qui n'est pas du tout courtelinesque, chez lui, bien qu'il la voit parfois avec humour, enfin c'est une expérience assez dure, qui est constamment contraire à ses aspirations, bien entendu, infuse en lui un sentiment, ou développe plutôt un sentiment de pessimisme foncier qu'il a toujours eu. De cette vie administrative germera un personnage qui sera, je pense, celui qui a, la création qui assurera, ou devrait assurer en tout cas sa gloire, si toutefois les poèmes n'y suffisaient pas, je crois que ça devrait suffire, mais c'est le personnage de Jean Désert qu'il décrira dans un livre qui paraîtra en 1914, très symboliquement, mais à très petit nombre, et le livre s'appelle « Les dimanches de Jean Désert ». Et les dimanches de Jean Désert, c'est l'histoire de son double. D'ailleurs, il n'a pas pris au hasard ce nom de Jean Désert, vous savez, c'est une sorte de double de lui-même, une sorte d'ombre portée de lui-même, qui est un petit employé dans le ministère de l'encouragement au bien, le ministère qu'il a inventé, et qui mène une vie absurde, une vie de cloporte, et qui attend avec une espèce de ferveur, une espèce d'espérance complètement exaltée que le dimanche arrive. Les dimanches, ce sont ces horizons chimériques. Il pense qu'il lui arrivera 1001 aventures fabuleuses. En réalité, il ne lui arrive rien que des aventures burlesques. C'est un personnage un peu chaplinesque. Vous voyez, c'est un personnage ressemble un petit peu ou un personnage de Buster Keaton, ce personnage qui danse sur des films en noir et blanc. Il y a quelque chose de très amusant et de très sinistre en même temps dans la destinée de ce personnage. Et il se fiance à une jeune bécasse qui est la fille d'un marchand de couronnes mortuaires. C'est une idylle tout à fait absurde qui tourne court. Cette idylle se rompt, il décide de se suicider et, comme dit l'auteur, il choisit un dimanche pour se suicider afin de ne pas manquer de bureau. Ce fut au Jardin des Plantes que Jean Désert connut Elvire Barochet. Il aurait pu aussi bien la rencontrer ailleurs, mais l'histoire ne serait plus la même. Il se promenait donc dans ce lieu mélancolique un dimanche matin, comme de juste. Il avait considéré les fauves dans leur cage, puis distribué du pain de seigle aux éléphants. Maintenant, il regardait les otaries. L'une, érigée sur les rochers de son promontoire, se tenait immobile auprès de la nymphe de bronze qui lutine en cet endroit un dauphin de même métal. L'autre, c'était le mâle, essayait de plaire à sa compagne indifférente par le déploiement insolite de toute son agilité d'amphibie polaire, en pure perte, sans nul doute. Jean Désert se demandait si les sirènes, après tout, n'étaient pas des otaries, lorsqu'Elvire, vêtue de bleu nattier, le croisa dans l'allée. Quoiqu'il n'observât guère les passantes, en temps ordinaire, celle-ci retint son attention. Elle se hâtait, évidemment, mais vers aucune destination très précise. Elle gardait sur son visage l'air attentif des petites filles qui ne pensent à rien. C'était presque une petite fille, qui se chantait à soi-même n'importe quoi en souriant des yeux et en baissant un peu la tête. Une mèche folle, ni tout à fait blonde, ni tout à fait rousse, frisait-elle naturellement. S'échappait de dessous son chapeau cloche où dansait une rose blanche. Sa marche semblait un jeu plutôt qu'une façon pratique d'aller d'un endroit dans un autre. On devinait en outre qu'il en aurait fallu beaucoup pour l'étonner, mais peu pour la distraire. Alors c'est un personnage très très original. Vous savez, on trouve
des échos dans le Roquentin de Sartre, dans le Meursault de l'étranger de Camus, dans le Salavin de Duhamel, peut-être plus encore d'ailleurs, qui est un grand livre méconnu. C'est un passage assez dostoïevskien, mais avec ce côté clownesque qui fait que le roman est d'une totale drôlerie, et en même temps, il laisse une impression extraordinairement anxieuse et presque désespérée. Lorsque Jean Désay résolut de se suicider, il choisit un dimanche, afin de ne pas manquer son bureau. La matinée fut employée comme de raison à de nombreux préparatifs. Il mit en ordre ses papiers, rangea le contenu de ses tiroirs, déchira son calendrier, désormais sans emploi, et rédigea son testament en s'inspirant d'un manuel de droit pratique, car il était soucieux de ne commettre aucun vice de forme. Puis il plaça en évidence, sur le marbre de la cheminée, une lettre à l'adresse du commissaire de police du quartier, par laquelle il le priait de n'accuser personne de sa mort. Après quoi il déjeuna sur le pouce, n'ayant pas trop de tout son temps pour décider du genre de trépas qu'il lui conviendrait d'adopter. Il y a bien sûr la grande date, 1914, la guerre éclate et cette fois mon cœur, c'est le grand voyage. Cette fois mon cœur, c'est le grand voyage. Nous ne savons pas quand nous reviendrons. Serons-nous plus fiers, plus fous ou plus sages? Qu'importe mon cœur, puisque nous partons. Avant de partir, mets dans ton bagage les plus beaux désirs que nous offrirons. Ne regrette rien, car d'autres visages et d'autres amours nous consoleront. Cette fois, mon cœur, c'est le grand voyage. La guerre, l'annonce de la guerre, l'exalte totalement. Bon, est-ce qu'il savait, personne, je crois à l'époque, y compris le haut commandement d'ailleurs, hélas, ne pouvait imaginer que ce serait cette horrible hécatombe, cette boucherie dans la boue, mais il voit dans la guerre une ouverture, une rupture du cercle étouffant qui l'enferme. Bon, alors il écrit à sa famille des lettres qui sont empreintes d'une volonté de partir totale. Hein, et effectivement, étant myope, il aurait pu être versé dans le service auxiliaire. Il considérait cela comme un déshonneur. Il fait tout son possible pour vaincre cette réticence. On le juge dans un deuxième temps trop maigre de silhouette. Il se gave de féculents pour avoir le périmètre thoracique qui convient pour faire une cible convenable. Enfin bref, il fait tous ses efforts. Il y réussit d'ailleurs, il ne réussit que trop bien, pour être envoyé en première ligne dans le service armé. Et bien entendu, à ce moment-là, il entre à la fois dans l'accomplissement de ce qu'il souhaitait et dans un nouveau désenchantement, parce que rien n'est simple avec lui. Je souhaite ardemment d'être de ceux qui mettront le pied sur la terre germaine, derrière les tambours et les clairons, ou bien de ceux qui mourront pour leur pays. Si ce bonheur m'est refusé, je me contenterai d'exécuter la tâche qui me sera assignée, et je saurai me rendre utile de mon mieux.
Le 30 juillet 1914. Ma chère maman, jamais je n'ai vécu encore une époque aussi intéressante et aussi angoissante peut-être. Le peuple est admirable de sang-froid. Et pourtant Paris sait ce que c'est que la guerre. On refuse les billets de banque dans les magasins. Les Allemands sont expulsés discrètement par mesure de police. Les femmes, les vieillards et les enfants sont prêts à quitter Paris. Et tout ce monde parle et plaisante comme à l'ordinaire. Chez l'épicier, où l'on s'approvisionne de boîtes de sardines, devant les établissements de crédit où l'on fait queue, et même chez le bottier, où les stocks de brodequins sont déjà épuisés. Hier, on a reçu Poincaré, avec un enthousiasme délirant. La foule a accompagné sa voiture en courant tout le long du parcours, jusqu'à l'Élysée. Mais pas un cri inutile. Pas une marque d'impatience. Les événements se préparent sans qu'il soit permis de les connaître. Il faut avoir confiance en ceux qui nous dirigent. Nos vacances, elles seront retardées. Voilà tout. Puisqu'il y a cas de force majeure, inclinons-nous. Au revoir, ma chère maman. Je t'embrasse de tout mon cœur, comme j'embrasserais ma vieille maman la France, si elle n'avait pas la taille si large et si hérissée de baïonnettes. Alors peut-être que cet engagement dans la boue, dans les tranchées, c'est vrai, c'est peut-être le seul embarquement réussi. Vous avez tout à fait raison. Je crois qu'en effet, c'est le seul départ auquel il accédera et il sent, je ne sais pas s'il a une préscience très nette. Vous savez, il y a tout de même cette chose, évidemment, très spectaculaire, si je puis dire, qui est assez souvent citée, et à juste titre, c'est qu'à peu près un an avant sa mort, il avait mimé devant un objectif photographique, on a gardé cette photo très étonnante, il avait mimé cette mort idéalisée, bien sûr, en posant dans l'attitude du dormeur du Val. Alors on ne sait pas très bien quand cette photo a été faite, est-ce que c'est au cours d'une soirée costumée, parce qu'il est habillé en soldat de fantaisie, pour autant qu'on puisse voir ses épaules, il y a des épaulettes de la guerre de 70. Bon. Mais enfin, le fait est qu'il a la tête renversée, les yeux clos, ce beau profil de médaille, ce visage blême, c'est une photo qui n'est pas mortuaire, mais qui est une photo de prescience ou de défi. Je crois que c'est quelque chose de plus profond. Le 18 août 1914. La vie est follement intéressante en ce moment, même pour ceux qui restent derrière le décor. D'ailleurs, ceux qui l'ont devant peuvent-ils voir davantage. On nous donne des nouvelles au compte-gouttes pour tromper notre soif. Hier, on a exhibé le premier drapeau pris à l'ennemi. Toute la nuit, les projecteurs de la tour Eiffel et des forts environnants éclairent le ciel pour protéger Paris des aéroplanes et des dirigeables ennemis. On se prépare même à la défaite. On prévoit tout, même le siège de Paris. Le parc Monceau est transformé en pâturage à bestiaux. On creuse des tranchées dans la vallée de Chevreuse. Les fusiliers marins font la joie des habitants. Au revoir, mon cher papa. Je vous embrasse tous de tout mon cœur.
Et il se rend compte que cette guerre est aussi une absurdité, très vite, que les soldats de la tranchée d'en face sont des pauvres gens comme lui, et comme eux tous, et ils échangent quelques petits cadeaux, quelques chansons, ils s'entrassent quelques plaisanteries entre le temps des attaques. Et il se rend compte très vite, effectivement, que ce n'est pas la guerre sabre au clair, et que ce n'est pas la chevauchée fantastique vers des citadelles radieuse. Bon, il le comprend, mais il va jusqu'au bout. Et d'ailleurs, il meurt, ce n'est pas de sa propre volonté, mais il refuse une relève, il a la tête relevée, il dit qu'il veut rester parmi ces hommes. Il est enseveli par un des premiers Minenwerfer, c'est donc dans les premiers temps de la guerre, puis c'est le 28 novembre 1914, il est des premiers morts comme Alain Fournier, comme Pergaud, comme Péguy, et il va mourir, la colonne vertébrale fracassée, en poussant ce cri que beaucoup de soldats ont poussé en appelant sa mère. Bon, donc voilà la destinée de gens qui s'achèvent là, la destinée terrestre. Et il allait avoir 28 ans. Il allait avoir 28 ans. Le 1er octobre 1914. Attente dans les bois. Shrapnel par-dessus notre tête. Nous couchons dans des terriers, pleins de sable et de terre. Pétarade dans la nuit. « 2 octobre 14. Ma barbe continue de pousser. Odeur de cadavre. On enterre un soldat du 34e à côté de nous. Chevaux crevés, brouillard, accalmie par suite du brouillard. L'armée active est dans un état pitoyable. Dans le soir, shrapnel. Le 23 novembre 1914. Ma chère maman, en m'engageant, je n'ai pas fait que m'engager moi-même. C'est tout ton amour maternel que j'ai mis en jeu. J'ai peur que ce ne soit une bien rude épreuve à laquelle je t'ai soumise, car tu souffres certainement par la pensée plus que moi en réalité. Je suis tout à fait aguerri et prends mon parti des quelques incommodités qui me sont imposées. Qui sait même si plus tard, au cas où, comme je le crois avec confiance, je reviens à la vie civile, je ne regretterai point cette existence pittoresque. Jean de La Ville est donc l'un des poètes les plus représentatifs d'une poésie Claude Michel Cluny. de ce que j'appellerais l'exil intérieur, beaucoup plus que l'exil vécu. Il y a au fond deux formes d'écriture poétique ou de sensibilisation à l'ailleurs, au lointain, au rêve, qui est celui de gens comme Chabanais, comme Paul Morand, comme Sandrard, qui viendront ensuite, mais qui ont vécu ce décalage dans l'espace. Et puis celui des poètes de l'intérieur, de l'exil intérieur, qui, comme Jean de La Ville, comme même Francis Jarme, qui a été au fond un peu son précurseur, sont des gens qui ont toujours rêvé de ce qu'ils pressentaient ne jamais atteindre. Puis on a l'impression aussi qu'il rêve toujours de s'embarquer, mais jamais d'aboutir.
L'intéressant, c'est l'envol, c'est le départ. Ce n'est pas, comme dans toute quête, qu'elle soit mystique ou poétique. L'important, c'est le départ, ou c'est l'ailleurs que l'on cherche. Et là, Baudelaire, bien sûr, a quand même précédé aussi et influencé Jean de La Ville. Exactement. Alors Baudelaire, lui, a fait le voyage, et il en est revenu en pensant que ce n'était plus la peine de voyager. Au fond, tous ces poètes que nous avons cités, dont nous parlons actuellement, n'est-ce pas, je dirais que ce sont des élégiaques chrétiens. On y trouve à la fois le sens de l'impossible, le regret de ce qu'on n'a pas connu et qu'on ne connaîtra pas, l'appel d'une spiritualité tout à fait évidente, l'appel aussi chez Mauriac, d'une sensualité exacerbée, qui est obligée sinon de se taire, du moins de parler à mots à peine couverts. Et chez Jean de La Ville, cette aspiration à un ailleurs que peut-être une préscience lui faisait apparaître comme étant justement chimérique. Et ces élégiaques chrétiens auxquels Jam se rattache naturellement, dont il est un petit peu le pater familias, ne se sont pas, au fond, n'ont pas été bénis par Dieu, ils ont été bénis par les dieux parce qu'ils avaient beaucoup de talent, mais n'ont pas été bénis par Dieu, puisque la plupart sont morts très, très tôt. Ce qui est troublant, tout de même, vous évoquiez cette génération sacrifiée parce que tuée trop tôt par la guerre, par les combats. J'ai l'impression que Jean de La Ville s'est sacrifié lui-même, puisqu'il se voue à une carrière, enfin il fait des études juridiques, il se voue à une carrière dans l'administration, et finalement il écrit en secret, enfin ça ne fait pas... C'est à la fois l'essentiel de sa vie, et pourtant, cela reste secret. Oui, parce qu'il vivait à une époque où il fallait absolument adopter une carrière. Il appartenait à un milieu social qui n'aurait pas compris qu'il déclare de but en blanc qu'il voulait simplement écrire. C'était incompatible avec la caste à laquelle il appartenait. Il est bien évident aussi que pour Mauriac, c'était la même chose. Ou alors il fallait avoir la chance, comme Louis Broquier, le Marseillais, d'appartenir à un milieu qui était en liaison directe avec l'activité portuaire aussi, et puis qui a très vite commencé de bourlinguer parce qu'il était attaché à l'époque, je crois, aux messageries maritimes. Donc il a écrit en vivant ce qu'il écrivait, ce qui ne pouvait pas être le cas de Jean de La Ville à partir du moment où sa carrière ne s'orientait pas vers la navigation. Qu'est-ce qui vous touche, vous, Claude-Michel Cluny, dans les poèmes qu'il nous a laissés ? C'est à la fois leur classicisme et puis ce qui habite ce classicisme, c'est-à-dire qu'il est parvenu à habiter ses poèmes
d'une manière très intériorisée. Il n'y a rien d'extérieur à lui là-dedans. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de rhétorique, il y a peut-être une sorte de mélancolie profonde. Et puis cet appel de l'ailleurs, inatteignable, est tout de même quelque chose qui demeure comme... c'est presque poignant. Bien sûr, nous connaissons le destin qui était le sien, mais il n'empêche que si nous n'en savions rien, nous pourrions de toute façon rester émus par des textes qui, dans une forme aussi apparemment simple, et en tout cas si parfaitement ciselée, laissent quand même passer la vibration émotionnelle de quelqu'un dont on présume que l'appétence pour l'absolu, pour un sentiment de la beauté, un sentiment de la plénitude, dont on sent bien que tout s'échappe, est flagrant. Puis cet hymne à l'infini de la mer, cet hymne à Diane Séléné, oui. Moi, ça ne me paraît absolument pas, ça ne me paraît pas risible. Pour moi, c'est l'intériorité même. Ce n'est pas une imagerie. Non, ce ne sont pas les applications rhétoriques d'une culture. C'est cela, d'ailleurs, qui fait l'authenticité d'un poète. Il est bien évident que on croit au berger de Virgile et à la mythologie qu'il met en scène, n'est-ce pas? Et de la même manière, on croit parfaitement que, pour Jean de la Ville, l'apparition de Séléné n'était qu'une traduction tout à fait, je dirais, presque spontanée d'une réalité personnelle. Je dis quelquefois que les seuls dieux qui existent sont ceux que nous créons. Et en voilà encore un exemple. Je dirais, il existe pourquoi? Parce qu'il l'a mise dans ses vers et il l'a fait revivre de cette manière. C'est l'authenticité des choses. Je crois que chez ce jeune homme qui a été élevé chrétiennement, qui était un personnage, je crois, très respectueux des choses religieuses, mais qui n'était peut-être pas quelqu'un de très pieux. En fait, la poésie tenait lieu d'une sorte de morale, d'ascèse, et qu'elle lui aurait permis, il le sentait ainsi en tout cas, d'accéder à sa réalité d'homme. C'était pas un exercice, c'était pas un exercice de style, et je crois qu'il donnait à la poésie un sens très intense et très fort. La plupart de ces textes, aussi bien les poèmes marins qui ont précédé que l'Horizon chimérique, qui est son plus grand ensemble poétique, ont été écrits alors même qu'ils savaient qu'ils ne s'embarqueraient pas. Donc, si certains textes laissent percer l'espoir, ou semblent laisser percer l'espoir du départ vers d'autres horizons, vers les îles fortunées, il est bien certain qu'ils savaient, au moment où ils les écrivaient, que les jeux étaient faits et qu'il était devenu un gratte-papier à la préfecture de la Seine. Donc, vous voyez, ce décalage montre que l'embarquement auquel il aspire n'est pas uniquement un embarquement aventureux sur un bateau qui cingle au vent du large. C'est quelque chose de très complexe. C'est la haute mer, c'est la haute mort. Je me suis embarqué sur un vaisseau qui danse et roule bord sur bord et tangue et se balance. Mes pieds ont oublié la terre et ses chemins. Les vagues souples m'ont appris d'autres cadences, plus belles que le rythme las des chants humains. À vivre parmi vous, hélas, avais-je une âme? Mes frères, j'ai souffert sur tous vos continents. Je ne veux que la mer, je ne veux que le vent pour me bercer comme un enfant au creux des lames. Hors du port, qui n'est plus qu'une image effacée, les larmes du départ ne brûlent plus mes yeux. Je ne me souviens pas de mes derniers adieux. Oh, ma peine, où vous ai-je laissé ? Alors c'est vrai, ces marines, si on peut dire, ou ces poèmes où passent les oiseaux, les voiles des vaisseaux, frégates, corvettes, etc. Ce n'est pas simplement un thème symboliste, c'est tout l'envol vers l'idéal, vers l'ailleurs, vers l'inconnu. Moi, il y a un peintre qui m'est extrêmement cher et j'étais
à peine étonné de savoir que Jean de la Ville s'était procuré 2 gravures de ce peintre, c'est Claude Lorrain. Claude Lorrain m'a toujours enthousiasmé et fait rêver, parce qu'il ne fait... Il a bien sûr peint des paysages, mais il a surtout peint des embarquements. Alors des ports dorés dans la lumière du couchant. Et ce sont des embarquements. Alors il embarque comme cela. Il embarque Didon, Sainte-Ursule, Sainte-Paul, la Reine de Saba. Et c'est toujours un départ, le grand départ inassouvi. Ce thème de l'impossible départ était en relation avec quelque chose de beaucoup plus profond en lui, qui était un autre départ dont la forme va se préciser peu à peu et que la guerre va concrétiser. Encore une fois, la guerre, non pas en tant que grande convulsion belliciste, mais la guerre en tant que lame de fond qui vient le cueillir dans son petit appartement de l'île Saint-Louis et l'arracher au sable mouvant dans lequel il s'enlise. C'est ce thème du départ, de la rupture avec lui-même. C'est ce thème d'un embarcadère intérieur qui est tout à fait capital pour lui. Parce qu'il sait par ailleurs qu'il ne partira pas. Il y a d'ailleurs un récit de navigation dans ses lettres qui est assez réaliste, enfin un peu désenchanté. Il a fait un voyage entre Bordeaux et Le Havre. On ne peut pas dire que ça l'ait totalement exalté. Je crois que cette vie de cabotage ou que cette vie marine l'aurait très vite lassé. Il aurait eu l'impression d'être un conducteur de tramway maritime. Ça ne l'intéressait pas. Il dit très clairement, je suis de ceux dont les désirs sont sur la terre. Il le sait, si vous voulez. Donc, ce qui donne la force à ces poèmes, c'est que, comme vous le dites à propos de Claude Lorrain, on ne s'embarque pas pour une destinée précise, on s'embarque pour un au-delà des choses, un au-delà du monde et un ailleurs. Vous savez, c'est aussi le vers de Baudelaire. Les vrais voyageurs, ce sont ceux-là qui partent pour partir. C'est pas la destination, c'est la partance qui compte. Chez Jean de la Ville, c'est extrêmement net. Il part, c'est la rupture de la mare qui compte. Vaste, comme l'appel des mers et des espaces, ou des mouettes frappant les flots. Perdu, comme la voix du navire qui passe sur les horizons sans écho, un navire en partance a jeté dans la rade un cri qu'il n'avait jamais eu, ouvrant parmi le ciel où le soir se dégrade tout un monde ailleurs inconnu. Ce jour était un jour des chaudes colonies, un jour implacable et sanglant, et je laissais tanguer ma lourde rêverie au bruit des flots, au bruit du vent. Et dans ces contes, il y a l'histoire de ces pétrels, oiseaux myopes comme lui, qui veulent rattraper le soleil. Ah oui. Et puis il y a le paquebot, la City of Benares, qui aussi décide de ne plus être gouverné par un capitaine et qui décide d'en finir. Oui, ce sont pas des parodies, ce ne sont pas des parodies, enfin ce sont de reprises de grands thèmes illustres. D'une part, évidemment, l'albatros baudelairien avec les pétrels, et d'autre part, le bateau ivre rimbaldien avec le City of Benares, repris avec un mélange d'ironie et de douleur, hein, parce que ce ne sont pas des textes qui sont sarcastiques du tout, bien au contraire. Et il imagine que les pétrels, qui sont des oiseaux myopes, lui-même, comme vous savez, était atteint de myopie, un soir, au lieu de rester bien tranquillement sur le rivage, veulent partir à la poursuite du soleil couchant. Et ils vont se fracasser sur les brisants, sur les phares, etc. Bon. Donc c'est un échec, si vous voulez, et en même temps, c'est une aventure qui justifie le coup d'aile vengeur qui les projette au-delà d'eux-mêmes et au-delà de l'horizon et qui transcende leur vie d'oiseaux côtiers et qui en fait des sortes d'animaux mythiques. Et le City of Benares est un bateau, une sorte de bateau ivre qui se débarrasse de son équipage et qui erre sur tous les océans, mais qui se rend compte que la Terre est une machine ronde dont on a vite fait le tour et dont le seul voyage réel est le voyage aux abysses, le voyage en profondeur. Donc là aussi le thème de mort, mais pas conçu d'une manière négative et sinistre, mais comme le dernier horizon possible est présent, et tous ces thèmes s'orchestrent déjà plusieurs années avant le destin réel de Jean de la Ville et lui donnent son sens. Il y avait en lui une conscience très nette
que quelque chose allait se produire. Il ne savait certainement pas qu'une guerre allait le prendre, mais il savait qu'il allait vers quelque chose et que l'œuvre qu'il accomplissait en tant qu'écrivain serait rejointe par sa vie. Vous savez, c'est le terme nervalien du rêve et la vie. Pour lui, l'œuvre ne valait que si elle était cautionnée par la vie, par la réalité de la vie. Alors, c'était pas Sandrard, c'était pas un Bourlinguer. Il savait que son aventure serait différente, mais il savait que l'authenticité de son œuvre serait donnée par son destin terrestre et surnaturel à la fois. La seule étude pour le poète est l'étude de la vie. Son labeur le plus fécond est de vivre et de bien vivre. Il y a un thème qui me semble très, très proche aussi de cet éternel embarquement ou rêve d'embarquement, c'est le thème de l'attente et de l'espérance. Et bien sûr, le vers célèbre d'Apollinaire me revenait, c'est à peu près la même époque, comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Alors d'ailleurs, dans Jean Désert, les dimanches de Jean Désert, Jean de la Ville dit « Il considère la vie comme une salle d'attente pour voyageurs de 3e classe ». Moi, il me fait un peu penser à un personnage un personnage de roman, mais qui est calqué d'un modèle réel et pour qui j'ai une immersion totale à Drogo, le guetteur du désert des Tartares. Vous savez, là aussi, l'histoire de Drogo est l'histoire d'un échec, puisque l'invasion qui l'attend, qui est la guerre qu'attend Jean de la Ville, quand elle vient, finalement, Drogo est mis à l'écart, il meurt solitaire, Jean de la Ville est enseveli dans une tranchée. Donc, on peut dire d'une certaine manière, ce sont des échecs dans le domaine de la carrière à accomplir, de tout ce qu'il portait en lui, qui aurait pu se développer si intensément. Et en même temps, ce sont des vies d'une plénitude totale et qui sont accomplies mystérieusement. Le 17 octobre 1914. Ma chère maman, il ne faut point pleurer ceux qui, à 24 ans, se font tuer au feu en défendant leur pays. Leur vie a été belle et leur destinée complète. Conservons seulement leurs souvenirs et regrettons que ce soit malheureusement les meilleurs qui s'en aillent. Mais je commence à avoir un peu peur pour tous mes amis. Chaque jour, c'est un nouveau qui est touché. Il a le sentiment que ce n'est pas dans l'usure du temps, dans la durée, dans cette espèce de fausse monnaie du succès que sera sa réussite, mais dans quelque chose qui, encore une fois, relève de la mystique et de l'absolu, même si on ne peut pas lui donner un nom. Et je crois que lui-même ne pouvait pas, et ne voulait surtout pas lui donner un nom. Et je crois que tout cela baigne ces textes et rejoint et unit par des liens très forts. Les textes qui peuvent sembler un peu idéalistes et exaltés et romantiques, comme on a dit un peu courtement, de l'horizon chimérique, et les textes qui paraissent très négateurs des contes et de Jean Désert, ils sont taillés dans le même tissu. Ils ont d'ailleurs été écrits pratiquement simultanément, vous comprenez. C'est l'avers et le revers de la même médaille. Et cette monnaie de l'absolu, je crois que c'est ce qu'il voulait. Il ne voulait pas autre chose. Comme il est très secret, hautain, pudique aussi, on ne lui connaît pas beaucoup d'amis, c'est vrai, et encore moins d'aventures amoureuses, mais ce qui reste patent, c'est le grand amour et la vénération qu'il a pour sa mère. Je crois que sa mère, qui était fort belle, c'est une femme qui avait une très grande beauté, a certainement infusé en lui une sorte d'idéal féminin que peut-être il n'a pas pu ou voulu ou été capable de rejoindre par la suite autant qu'il l'aurait souhaité, d'une part. Et ensuite, il faut voir aussi ces relations très, très, très singulières de la mère et du fils, et les relations aussi de la mère avec son fils disparu, qui sont extrêmement étranges, puisque Madame de la Ville de Miremont a écrit peu de temps avant sa propre mort, dans les années 30, je crois, début des années 30, une vie de Jean de la Ville, de son propre fils, qui n'est pas du tout, on pouvait d'ailleurs s'y attendre, une biographie au sens circonstanciel, mais une espèce de tentative résurrectionnelle, une sorte de remise au monde, une seconde grossesse, en quelque sorte, qui est tout à fait étrange.
et où le personnage de Jean renaît, là aussi, elle tente de le faire renaître complètement par l'écriture, et l'épigraphe du livre est d'ailleurs un passage de Luc, de Saint Luc, qui cite dans son évangile la résurrection du fils de la veuve de Neudaïn, et Jésus le rendit à sa mère, comme si, à travers sa mort, l'accomplissement de sa mort, et la vision qu'elle donnera de lui, Jean de la Ville devait renaître d'une certaine façon aux yeux des hommes, ce qui était prophétique d'une certaine façon. La mère revient seule. C'est un dimanche, il y a plusieurs trains. Dans sa hâte de revoir son fils, elle a pris celui qui arrive le plus tôt. Il n'est pas à la gare ni chez lui. Elle a porté des fleurs, un vase, des tasses, de quoi faire et servir le thé, des gâteaux, des serviettes, une nappe. Elle installe tout cela sur la table débarrassée de ses horreurs. À peine a-t-elle fini que son soldat entre. Son visage déçu s'épanouit aussitôt. Il a été la chercher au train habituel. Il aperçoit les fleurs. Elles sont du jardin? Oui, pour toi. Ils causent doucement. Leurs cœurs sont pleins de choses qu'ils ne diront pas. Il montre avec amour sa musette, son quart en aluminium, sa gourde, son fusil. Il en explique le maniement, promène le doigt de sa mère sur le fil de la baïonnette. Ce n'est plus un jeu cette fois, c'est pour de vrai que son enfant va aller à la guerre et qu'il maniera cette arme terrible, qu'il l'enfoncera dans la chair vivante. Elle frémit, soupèse le flingot. Comme c'est lourd. Faible femme, va. Puis, avec un indéfinissable et profond regard où passe encore un éclair de malice, « Tu sais, maman, dit-il, tout ce que tu m'as défendu de faire jusqu'à présent, je m'en vais le faire. Je vais tuer. » Elle ne répond pas, mais à son tour le regarde jusqu'au fond de l'âme. Tous deux savent déjà quelle sera la rançon de cet atroce devoir. Ensemble, ils l'acceptent. Un silence. « Si je suis blessé, reprend-il gravement, je voudrais beaucoup être évacué à Bordeaux. On m'a dit qu'il y a des cartes d'évacuation préparées à l'avance. Demande à papa de m'en faire une, je te prie. Sois tranquille. » Il parle de ses travaux littéraires. « Ce sont tes vers que je préfère, dit-elle. Je t'y retrouve mieux. Dans ta prose, tu te caches, tu refoules tes émotions. » Il rit de cette manière maternelle et peu littéraire de juger ses œuvres. « J'ai un volume de vers tout prêt. Tu le trouveras sur la table de ma chambre. Tu le publieras. » Oui. Ils se sont compris. Ils goûtent. Les fleurs embaument, ils sont ensemble. Cependant, elle trouve son fils amaigri. Il lui avoue qu'il est un peu fatigué, s'étant levé de grand matin pour une marche et n'ayant pu faire sa sieste. Alors, elle a hâte de s'en aller, de le laisser dormir. Après sa mort, donc sa propre mère a écrit cette vie de son fils, et elle-même est morte peu après avoir terminé cet ouvrage pieux, pourrait-on dire. Pieux et passionné. Pieux et passionné, oui, fervent et pudique. Et ensuite, Jean de la Ville tombe dans l'oubli. Oui, un oubli bien sûr relatif. L'Horizon chimérique a été publié en 1920 et il y a eu, bien entendu, la grande rencontre avec Gabriel Fauré, qui a écrit les admirables mélodies que vous savez, et qui a certainement été pour beaucoup dans la survie spirituelle et esthétique de Jean de la Ville. Et puis, il y a eu aussi la fidélité de quelqu'un comme Mauriac, de Le Cardonnel, enfin de gens plus ou moins importants qui l'ont connu et dans lesquels il a laissé une empreinte inoubliable. Mais enfin, la vérité est bien de dire que ces livres étaient introuvables. Ça, c'est un signe, hélas, très, très dramatique, et en l'occurrence extrêmement étonnant. Bon, la dernière édition... qui n'était plus trouvable d'ailleurs en librairie, ont remonté à 1929, enfin, qui était d'ailleurs pas du tout complète, et elle était préfacée par Mauriac, elle était parue chez Grasset, et ce livre n'avait pas été réédité. Alors, pour quelle mystérieuse raison
il n'était pas oublié en ce sens que dans beaucoup de cœurs et beaucoup de mémoires, il survivait par fragments, par écho. Il y a eu donc une espèce de survie qui n'aurait peut-être pas d'ailleurs du tout désavoué, un peu en filigrane dans les consciences. Je crois que d'abord le fait qu'il ait eu une œuvre aussi peu nombreuse, et puis que ses poèmes aient été rarement réédités, Claude Michel a Cluny. pu contribuer à l'effacement. Vous savez, la circulation des œuvres est souterraine. On est toujours obligé de compter sur le temps, et on a raison. La preuve, c'est que, comme pour Lautréamont, rien ne s'est perdu. Et finalement, nous avons aujourd'hui les œuvres complètes de Jean de la Ville qui ont été rééditées il y a 2 ou 3 ans par Champvallon. Et nous pouvons constater que ces poèmes n'ont pas pris une ride. Ce qui le sauvera de toute manière, même si on ne devait plus jamais rééditer les œuvres complètes, ce sont les anthologies. À cause de cette perfection et de cet accent si personnel, si authentique, de cette émotion si retenue à la fois et tout de même si perceptible. Et quoi qu'il arrive, si dans 100 ans on fait de nouveau une anthologie de la poésie française, ce que je pense que l'on fera, Jean de la Ville y aura sa place. Au moins de laisser un vers après soi, comme un sillage persistant, c'est peut-être ça le grand rêve. Oui, c'est le rêve le plus beau. Et c'est peut-être au fond celui... C'est là où la chimère va s'accomplir. Et où la fatalité va se dénouer. Je crois tout à fait à la survie de cette œuvre mince, mais très belle, et au fond que l'on n'a jamais parvenu à imiter. Par un soir de brouillard en un faubourg du Nord, où j'allais, promenant mon cœur noyé de pluie, j'ai vu, dans une auberge basse du vieux port, danser les matelots de la belle Julie. Le timonier portait sur son épaule droite, exotique et siffleur, un grand perroquet vert. Du maître d'équipage au cuisinier qui boite, tous gardaient dans leurs pas le rythme de la mer. Et déjà gris de stout, de rhum et de genièvre, les plus jeunes, longtemps sevrés de tels festins, écrasaient en dansant des baisers sur les lèvres de filles dont le cœur est tendre au pilotin. Aux accents du trombone et de l'accordéon, leurs talons, à grand bruit, soulevaient la poussière. Mais le mousse, natif de Saint-Paul de Léon, ivre mort, récitait gravement ses prières. Il y a dans cette France qui était tellement terrienne à l'époque, qui allait en plus s'affronter sur les champs de bataille, il y a une sorte d'appétence pour ce qui est de l'autre côté des mers, de la part de gens qui ne bougent pas non plus, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas seulement les poètes du voyage qui parlent de cela, ce sont ceux qui, au fond, choisissent de rester. Et ça correspond tout à fait à quelque chose. Est-ce que c'est un souci de rééquilibrage des racines trop toniques d'une génération qui se sent prisonnière de la terre et qui va l'être très rapidement à tous égards? Est-ce que c'est un moment où on a commencé peut-être aussi de célébrer, de mettre en valeur comment pourrions-nous dire aujourd'hui, parce que tous ces mots maintenant pèsent lourd, de mettre en valeur la beauté coloniale, à la fois dans ses paysages et dans son inconnu. Je pense que tout cela a compté, et ça s'est cristallisé comme cela. C'est très révélateur d'un moment de la poésie française. Enfin, le poète demeure quand même celui qui veut toujours aller voir de l'autre côté, justement. Oui. Percer cet horizon chimérique. Oui, oui. L'horizon peut être celui de sa feuille blanche. Celui de Mallarmé, qui lui aussi célébrait les steamers, sans jamais avoir mis le pied sur l'un d'entre eux. Mallarmé n'a pas voyagé.
Peut-on dire que c'est un grand rêve empêché? Ce sont des embarquements infinis, des vaisseaux infiniment désirés? C'est une belle formule, de grands rêves empêchés, oui. Je crois que c'est tout à fait cela. Et la ressource d'un écrivain, c'est effectivement de faire que ces rêves empêchés se traduisent autrement, c'est-à-dire qu'ils donnent naissance à une œuvre. C'était Jean de la ville de Miremont ou Les embarquements infinis par Jacqueline Kellen. Avec Michel Suffran, écrivain, Claude-Michel Cluny, écrivain, texte lu par Claude Berman, Simon Duprez et Jérôme Kircher. Mixage Jean-Louis Boissonnade. Réalisation Daniel Fontana-Rosa.